Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je reviens pour vous parler encore une fois des ombres d'Esteren, cette fois-ci avec Derg volume 2. C'est arrivé dans les boîtes aux lettres, ça y est, je l'ai lu, je peux en parler. Derg, c'est une grosse campagne, les ombres d'Esteren. J'ai déjà fait une première vidéo sur le volume 1 que vous pouvez retrouver dans ma playlist Derg qui contient une quinzaine ou une vingtaine de vidéos. C'est une très grosse campagne qui a beaucoup de particularités. La première d'entre elles étant ce qu'on appelle les focus. J'en ai beaucoup parlé dans la première vidéo, mais c'est quelque chose où un joueur va être au centre de l'attention, les autres joueurs pendant cette séance vont jouer plutôt des PNJ, des seconds rôles. Derg Volume 2 continue un petit peu dans cette logique et propose la suite et fin de cette campagne Derg, commencée, financée depuis longtemps et enfin complète. Donc j'ai envie de faire un petit retour là-dessus. Alors Derg, avec le volume 2, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a un magnifique tarot. La boîte est super solide. Les cartes sont magnifiques. Euh, Ça, c'est des cartes, il me semble, exclusives qui vont avec, mais même en fait, chacune des têtes sont très très chouettes. Et globalement, j'ai été surpris. On peut toujours s'attendre à, enfin, j'ai toujours peur avec les tarots, on va dire, mais là, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Donc, c'est génial, vraiment, vraiment super ce tarot. Il y a il me semble, dans Derg, oui, dans Derg 2, une proposition de comment utiliser le tarot dans les règles, mais c'est pas forcément quelque chose de très développé. Moi, je réfléchirais peut-être à une façon plus gamifiée d'utiliser ce tarot autour de la table, mais sinon, l'atout principal de ce tarot, la proposition principale, c'est de l'utiliser comme une structure modulaire, c'est-à-dire que chaque arcane majeur du tarot va représenter un scénario modulaire, un événement, une organisation, une façon de voir la campagne, on va dire, et qu'on va pouvoir visualiser comment le meneur de jeu va pouvoir visualiser comment il veut créer sa campagne en fonction des différents arcanes majeurs, des différents modules qu'il va vouloir mettre en avant dans sa campagne. Il y a aussi la possibilité de tirer des cartes au hasard pour se dire quels modules vont tomber quand, et il y a la possibilité de montrer ces cartes aux joueurs. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est notamment maintenant qu'on a toute la campagne, comme on sait que certaines cartes sont liées à certains thèmes ou certains personnages, dès le début de la campagne, on peut potentiellement à chaque partie mettre certaines des cartes sur la table pour que les joueurs commencent à comprendre qu'il y a des liens, comprendre quelle carte parle de quoi, et plus tard dans la partie, commencer à montrer ces cartes, et quand on arrive vers les dénouements, vraiment utiliser ces cartes comme un outil de mise en ambiance, on va dire. Donc ça, c'est un des premiers trucs qui est arrivé avec Derg, qui est génial. Un deuxième truc, c'est Derg Saga, qui est du A5, voilà, avec des illustrations en noir et blanc. Toutes les illustrations à l'intérieur de Derg Saga sont des nouvelles illustrations, il n'y a pas de reprise, donc ça c'est très très chouette. Et donc Derg Saga, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil écrit à 14 mains, quelque chose comme ça, ou 16 mains, je sais plus, qui reprend le dernier playtest, en tout cas je crois que c'est le dernier playtest réalisé par l'auteur principal de la campagne et l'auteur principal de Derg, Nel. Donc qui reprend son playtest et qui donne plein de conseils. Donc ils expliquent la galerie de personnages, les premiers rôles, les seconds rôles et les figurants. Ils parlent de toute une chronique de campagne qui est écrite par les différents joueurs de la campagne. C'est vraiment pas une campagne écrite de façon, c'est pas un résumé de campagne écrit de façon linéaire, écrit de façon, on va dire, structurée avec des faits. C'est plus les impressions de chacun des personnages, chacun des joueurs, et expliquer les points forts de la campagne. Donc, ça donne une façon d'appréhender la campagne. On peut lire ça en étant un peu perdu sans connaître Derg, mais quand on est maître de jeu, je pense que lire ça avant de faire jouer sa campagne, ça donne plein de bonnes idées, ça donne un point de vue sur une façon de jouer cette campagne. Et quand on est joueur, après avoir joué la campagne Derg, lire ce livre, ça peut être très cool parce que ça permet de voir toutes les différences qu'il y a pu avoir entre la campagne qu'on vient de jouer et la campagne du playtest. Donc vraiment très cool, et c'est couverture rigide, très belle qualité, le papier est chouette, enfin un plaisir à lire. Et sinon, le gros morceau, donc pour rappel, ça c'était Dergue 1, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, ouais, c'est le volume 1, c'est ça. Donc on a un ouvrage de 300 pages et un ouvrage de 300 pages et un gros paquet d'aides de jeu, où il y a quelque chose comme 50, une bonne cinquantaine de feuilles rigides, de plans et de choses comme ça. Je vais en prendre une au pif. Voilà, on a des feuilles rigides assez, assez solide dans ces aides de jeu. Donc ça, c'était le volume 1.
Et si je mets le volume 2 à côté maintenant, attention, c'est lourd. Là, on a toute la campagne d'Erg avec le volume 1 ici, l'aide de jeu du volume 1, le volume 2 ici et l'aide de jeu du volume 2 à la fin. Donc le volume 2 fait la même taille que le volume 1, peut-être quelques pages de plus, je pense. C'est un très bel ouvrage, ça c'est la version collector. Et on a le gros paquet d'aide de jeu qui va bien avec, qui contient 40, 45, 45 feuilles volantes aussi. C'est très très chouette. Les aides de jeu, il y a plein de choses utiles. Je regrette seulement 2 ou 3 petites choses dans ces aides de jeu. Notamment, je trouve que le papier est quasiment trop épais. Ça m'aurait pas choqué d'avoir des feuilles volantes légèrement plus légères. Perdre un petit peu en qualité, on va dire, mais du coup perdre en volume et en poids. Peut-être en faire quelques-unes en plus, c'est-à-dire qu'il y a des choses. La plupart de ces aides de jeu sont des choses qui sont pas forcément présentes à 100% dans le livre. C'est pas juste des impressions de ce qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire que ça va être des résumés ou des illustrations ou des aides de jeu pour les focus qui sont en plus de ce qu'il y a dans les livres. Mais notamment avec le livre 2, je trouve qu'il y a certaines choses dans le livre 2 qui n'ont pas été imprimées en aide de jeu, que moi j'imprimerais moi-même, mais j'aurais bien aimé les avoir, notamment certains PNJ avec une illustration pleine page et leur stats de l'autre côté. Il y en a 2 ou 3 qui, à mon avis, manquent. Et au contraire, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des figures qui sont imprimées. Je peux vous montrer, mais c'est en gros des petits. Sur une feuille A4, on a 4 figures. Donc, par exemple, comme ça. Voilà. Et donc ça, des figures, il y en a. Je crois qu'il y en a 20 et quelques dans Derg 2. Mais sur les 20 et quelques, peut-être 24, il y a peut-être 24 figures imprimées. Donc ça fait 4 ou 5 pages, quoi. Mais sur les 24 figures imprimées pour Derg 2, il y a 9 de ces figures qui en fait étaient déjà des figures imprimées dans les aides de jeu de Derg 1. Donc je trouve dommage, je pense qu'il y a d'autres figures où soit proposer des illustrations de PNJ pas nommés, comme ça le MJ peut les utiliser comme il veut, soit il y a notamment je crois 3 ou 4 personnages dans Derg 2 qui ont leurs illustrations dans le livre et qui ne sont pas imprimées en aide de jeu parmi je crois que c'est dans les prospecteurs, le focus des prospecteurs. Mais donc voilà, quelques petits trucs où je me dis tiens, ça manque dans l'aide de jeu, ou ça c'est peut-être overkill, l'épaisseur des feuilles par exemple, mais d'un autre côté ça donne de la solidité, donc c'est pas plus mal. Et le dernier truc qui est important à noter peut-être pour les aides de jeu, que ce soit volume 1 ou volume 2, il y en a beaucoup qui sont recto, avec simplement le logo de Derg au verso. Je trouve que c'est un peu une perte de place, et il y a notamment des illustrations qui des fois sont au recto. On aurait pu aimer les avoir en plus grand au verso et avoir du texte au recto et l'illustration en plus grand au verso. Mais globalement, c'est vraiment râler pour râler, parce que ce qui sort de ce produit, c'est vraiment beaucoup de qualité, un travail fini très très propre, beaucoup de relecture. Il y a vraiment un travail de fond très important, la qualité est au rendez-vous. Juste à regarder le matériel, ça augure du bon, on va dire. Maintenant, on peut rentrer dans le PDF. Dans le PDF, je vais forcément aller vite. Je vais essayer via les timecodes d'indiquer quand il y a des spoilers potentiels. Je vais pas forcément rentrer dans tout le détail. Je veux juste vous présenter un peu mon ressenti et vous présenter la construction de ce volume 2. Mais forcément, je vais pas partir dans les détails parce que, ça prendrait beaucoup trop de temps. 2, ça va forcément contenir beaucoup trop de spoil. Donc, Derg 2, voici le PDF. C'est 300 pages qui sont répartis en, il me semble, partie 4. Donc il y a une partie 4, une partie 5, c'est ça. Partie 4, partie 5. Donc en gros, les parties 1, 2, 3 sont dans Derg 1, partie 4 et 5 dans Derg 2. En gros, Derg 1, c'est le setup de la campagne. La partie 4, notamment en faisant jouer des focus et en faisant jouer les premiers scénarios qui nous mettent au présent. La partie 4, donc la première moitié de Derg 2 sur 130 pages, ça va être tous les scénarios qu'on va jouer soit au présent, soit dans le passé, des focus, etc., mais qui continuent d'être, on va dire, le cœur de la campagne, le ventre de la campagne. Et la partie 5, ça va être principalement
tous les modules optionnels pour finir la campagne, c'est-à-dire les 22 arcanes majeures du tarot et les scénarios ou les modules potentiels qu'on peut utiliser via ces arcanes. Donc on commence par des avant-propos, on rentre tout de suite dans la partie 4 avec un chapitre 1 facette, où là c'est vraiment on va dire un genre de récap de ce qui a pu se passer via la partie 1, et qui parle notamment des donc c'est la partie ricochet qui va mettre en avant les 3 scénarios du livre 0, donc le livre d'initiation, on va dire, qui s'appelle Prologue et qui peuvent être utilisés comme amorce, à la campagne de Derg et donc comment ces scénarios peuvent c'est un genre d'article, comment ces scénarios vont s'articuler avec la campagne de Derg. Ensuite, on va avoir une liste de factions plus ou moins détaillées, qui peuvent intervenir dans la partie de Derg, puis 2 factions très détaillées de façon plus importante. Et on a une partie que je ne vais pas mentionner, mais qui est liée un petit peu au secret de Derg qu'on a pu commencer à voir dans la partie 1 et qui là sont plus développés. Après, on a un chapitre 2 émergence qui va proposer, il me semble, 3 scénarios, ouais, c'est ça, 3 scénarios. Un scénario qui est plutôt de style focus, les prospecteurs, où on va pouvoir faire jouer aux joueurs des PNJ qui vont vivre quelque chose et ensuite les joueurs de la campagne, les personnages de la campagne pourront apprendre via des notes ou via un survivant ce qui s'est passé lors de ce scénario. Puis un scénario pivot qui va mettre en avant un personnage important de la campagne et faire changer pas mal de choses. Et ensuite un troisième scénario qui va être plus politique, où on va commencer à comprendre toutes les organisations qui ont un peu des fils à tirer dans la campagne et un peu savoir où est-ce que les joueurs vont se placer. Va peut-être y avoir un petit peu des conflits d'intérêts entre les joueurs ou des conflits d'idéologie entre les joueurs. Et voilà, un petit peu un truc un peu plus politique. Donc on a tous ces 3 scénarios sur, je sais pas, peut-être une trentaine de pages, quelque chose comme ça, avec à chaque fois des PNJ, des scènes. C'est comme Dergue 1, c'est très très développé. Et ensuite, on rentre dans, donc ça c'était le chapitre 2, hein. Chapitre 1, on parlait de comment Prologue pouvait être utilisé en Derg. Chapitre 2, c'est les 3 scénarios dont je viens de parler. Chapitre 3, on parle de la foi. Et là, je ne sais plus si c'est des scénarios, non, je crois pas. C'est en gros, on détaille une communauté qui est créée dans Derg lors de la campagne. Après, on a un focus, un genre de focus qui réutilise le thème de la foi et qui se concentre sur l'arc de l'adoption qui était présenté dans Derg 1. Et après, on a un scénario assez ouvert avec plusieurs options, plusieurs propositions de comment les personnages vont petit à petit découvrir certains des secrets de la vallée, de Derg et de la campagne. On a toujours énormément de belles illustrations. Voilà, là par exemple, ça c'est un de mes regrets que je disais au début. On a quelques PNJ comme ça qui ont une magnifique illustration pleine page et des informations sur une page. Et ça, c'est pas dans les aides de jeu. Moi, j'aurais adoré avoir une aide de jeu qui soit recto verso, ces 2 pages-là, l'illustration du personnage et le texte, parce que ça, potentiellement, ça peut être quelque chose que je montre à mes joueurs, l'illustration. Mais ce qu'ils conseillent même dans Derg 2, c'est que les PNJ principaux de la campagne, on puisse les confier à nos joueurs et que nos joueurs jouent en gros des seconds rôles lorsque leur personnage n'est pas là. Ils vont pouvoir interpréter des seconds rôles, des PNJ, et donc le MJ confie ces seconds rôles à ses joueurs. Donc avoir cet illu d'un côté et puis le texte de l'autre, ça aurait été vraiment top, même si on a quand même des infos, hein, par rapport à ce PNJ dans les aides de jeu, c'est-à-dire qu'on a une illustration mais qui n'est pas pleine page, on a des textes selon les scénarios dont on parle, on va avoir des textes imprimés liés à ce PNJ-là, donc on peut tout à fait confier ce PNJ-là à l'un de nos joueurs, mais on n'a pas cette mise en page-là, et je trouve que l'illu pleine page peut quand même apporter pas mal de choses. Donc après ça, c'est le troisième morceau, Secret de la Providence, où on rentre vraiment dans pas mal de gros secrets de la campagne. Et ça clôt, on va dire, le ventre de la campagne où il se passe pas mal de choses et où tout se met en place pour l'explosion finale, on va dire, hein, tout ce qui va entraîner l'avalanche de conséquences qui vont nous amener à une fin de campagne épique, dramatique, horrifique, gothique, tout ce que vous voulez.
Donc on arrive dans la 5e partie qui, comme ça l'indique ici, amène les personnages vers l'issue des événements qui se sont déroulés dans le Val et la conclusion de leur arc narratif en 2 chapitres. D'abord, Incidence, donc ça va être c'est le tarot de Derg, les systèmes de scénario modulaires avec les 22 modules, 1 par, arcane majeur du tarot. Et ensuite, chapitre 2, Extinction, c'est, un exemple d'épilogue. En fait, c'est une présentation, en gros, le chapitre 1, ça va être voici les 22 scénarios modulaires liés aux arcanes majeurs du tarot et comment vous pouvez les agencer pour faire la fin de votre campagne. Et le chapitre 2, c'est un exemple qui reprend notamment Derg Saga, un petit peu la campagne playtest, mais pas entièrement, et qui présente une façon d'agencer ces modules, ces arcanes majeurs de tarot, pour amener la campagne à sa fin. Énormément de choses dont je peux pas parler, il y a, sinon je vais spoiler, mais en gros à chaque fois comment ça se présente, c'est que ils vont nous présenter les arcanes majeures et pour chaque arcane, en gros, chaque arcane est lié à un module. Donc il y a 19 modules pour finir la campagne et 3 modules d'épilogue, ce qui fait 22 modules au total. Et chaque arcane est regroupé par 3 avec un thème en fait. Donc par exemple, le seigneur sorcier, il va avoir 3 arcanes liés à lui. Le regard, le cœur, etc. Donc là, on a toutes les illustrations pleine page d'une grande partie des arcanes, c'est magnifique, et ça nous permet de comprendre comment cet outil, cette aide de jeu peut être utilisé par le meneur pour visualiser sa fin de campagne et ce qu'il veut faire de sa fin de campagne, on va dire. Là, il nous propose une variante pour règle optionnelle, comment gérer les combats avec le tarot de Derg. Ils avaient annoncé qu'il y aurait des règles pour utiliser le tarot en jeu. Moi, je trouve ça un peu dommage, limité, dans le sens où en fait, il y a 4 positions de combat dans STRN, offensif, défensif, rapide et normal. Et du coup, si on a 4 joueurs autour de la table, on va chacun leur donner le cavalier, le valet, le roi et la reine, et ça représente les quatre positions de combat. Et donc chaque joueur va pouvoir jouer une carte, la mettre devant lui pour indiquer quelle est sa position de combat. Et après, les cartes de 1 à 10, ça va remplacer le jet d'un des 10. On va tirer une carte et ça sera le résultat. Et à chaque fois, on remélange son paquet de 10 cartes. Ça apporte pas grand-chose. Moi, j'aurais préféré un truc où on a un paquet au milieu de la table et où on peut tirer des cartes. Et si on tombe sur une tête, donc un roi ou une dame ou autre, ça a un effet particulier selon la couleur de la carte. Si on tire de 1 à 10, bah, c'est le résultat du dé. Et si on tire un arcane majeur, bah, peut-être c'est une conséquence importante. Ça peut être un échec critique ou décider de dépenser un point de santé mentale pour faire une réussite critique ou un truc comme ça, et que ces arcanes majeures en plus puissent faire intervenir les thèmes du module correspondant à l'arcane majeure, et que donc du coup on ait ce paquet de tarots au milieu de la table, et que pour tous les jets sans importance on lance un dé 10 comme d'habitude, mais que dès qu'on fait un jet qui peut bouleverser la campagne, plutôt que de lancer un dé 10, on tire une carte du paquet. Si c'est de 1 à 10, bah, c'est le résultat du dé. Et si c'est une tête, ça a un effet spécial. Et si c'est un arcane majeur, ça a un effet encore plus important. J'aurais trouvé ça intéressant de proposer ce genre de système, un truc un peu gamifié. Mais ça n'a pas été fait. Le seul truc qui a été fait, c'est un petit truc pour le combat, pour avoir une alternative au combat. Donc un peu de déception là-dessus, mais je m'attendais pas à grand-chose. Donc c'est pas grave. Le tarot est magnifique et je bidouillerai si j'ai envie des règles comme ça pour ma campagne. Donc ça va pas me manquer, mais ouais, les cartes sont magnifiques, c'est trop cool qu'ils remettent les illustrations des cartes ici. Faut savoir que ce tarot, il a eu plusieurs vies, plusieurs process, et d'ailleurs dans le livre de Derg 2, il y a certaines illustrations qui sont des illustrations des tarots précédents qui ont jamais été terminés, commercialisés, on va dire, mais la version finale du tarot est très très cool, je trouve. Et après, on nous parle, alors ça je me rappelle plus, c'est pour parler de tout ce qui est horrifique et folie dans l'univers, et toujours un peu mettre le truc de est-ce que les personnages vivent vraiment des choses horrifiques et fantastiques, ou est-ce que c'est simplement leur folie qui les guette et qui leur font imaginer des choses, quoi. Il y a un peu toujours ce truc d'être pour les joueurs et pour les personnages incertains de ce qu'ils vivent. Donc là, on passe sur chacun des scénarios modulaires. Euh, contient Chaque scénario contient 3 modules en gros. Donc il y a un scénario modulaire qui contient 3 modules, sauf un qui en contient 4. Et chacun de ces modules, bah,
présente des choses par rapport, à ce qu'on peut faire pour la fin de campagne. Le seul souci avec ça, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment 22 scénarios modulaires qu'on agence comme on veut, parce il y a des modules qui, sont, on va dire, opposés les uns des autres. Donc quand on choisit l'un des modules, l'autre ne sera pas forcément exploitable. C'est pas vrai pour tous, hein, mais, ça me paraît compliqué d'exploiter, réellement, plus de la moitié ou 2 tiers des modules, même s'il y a pas mal de scénarios modulaires qui contiennent 3 modules et on peut utiliser 2 des 3 modules, par exemple. Donc utiliser 2 tiers des modules, ça me semble viable, mais il y a aussi certains modules qui sont simplement un embranchement de se dire: «OK, qu'est-ce qui va se passer? Plutôt ça ou plutôt ça?» et donc il va y avoir un module pour, un cas, un module pour un autre cas et ce module, ça va être 1 ou 2 pages qui expliquent les conséquences, qui proposent des scènes et cetera et cetera. Et là, on arrive à Extinction, le chapitre 2, qui propose du coup une mise en scène spécifique, une combinaison singulière des modules, où il présente un certain nombre de cartes, là en l'occurrence principalement 10 cartes plus 2, donc 12 sur 22, donc on est à un peu plus de 50% des cartes utilisées pour cette proposition. Et là, on va mettre plus en détail des actes et des scènes de comment mettre en place la fin de campagne en utilisant spécifiquement ces cartes-là. Je passe très vite, j'ai pas envie de spoiler sur certains trucs. On arrive à un épilogue. L'épilogue, c'est quand même sur une bonne quinzaine de pages. Ça va expliquer le dernier scénario modulaire, c'est-à-dire les 3 dernières cartes de tarot qui expliquent différentes fins possibles, on peut envisager différentes choses par rapport à cette fin de campagne. Bien sûr, par rapport à ce que les personnages ont réussi à faire ou pas, et ce qu'ils ont vécu et les décisions qu'ils ont prises, mais aussi par rapport à ce que le MJ veut faire dans la suite de cet univers. S'il y a une campagne derrière, ben, on peut vraiment faire évoluer la péninsule de Tricasel dans des directions très différentes, si on le souhaite, à la fin de cette campagne-là. Donc ça propose tout ça via différents modules, avec vraiment pas mal d'idées pour des campagnes ensuite ou pour des suites pour pouvoir continuer à utiliser les personnages de la campagne s'ils ont survécu, pour proposer une suite aux histoires, voilà. Et après on a quelques pages sur l'évolution des arcs narratifs. On explique que les arcs narratifs, c'est un truc de derg, hein, créer des derg 1 où chaque personnage il y a un arc narratif. Si le personnage meurt, il peut y avoir un nouveau personnage qui vient remplacer ce personnage mais qui continue le même arc narratif. Et donc l'idée, c'est que quand on résout un arc narratif, que ce soit de façon positive ou négative, finaliser, compléter, résoudre son arc narratif, soit via un apaisement, c'est-à-dire on a réussi à le mener à bien et on n'est plus tourmenté par cet arc narratif, ou au contraire, le finir en tourment, c'est-à-dire que j'ai clos cet arc narratif, mais ça va être un poids ou une douleur pour ce personnage-là jusqu'à la fin de sa vie. Et donc ça explique qu'on peut clore ces arcs narratifs à la fin de la campagne et que potentiellement ça fait évoluer les voies, les stades de perso, etc. Et que le personnage, s'il a survécu, si on continue de jouer avec, on peut tout à fait lui choisir un nouvel arc narratif et continuer. Vu ce qu'il a vécu, il va forcément peut-être vouloir... sa psyché va aller dans une direction et il va avoir un autre arc narratif à résoudre, quoi. Et Entrer dans la nuit, c'est vraiment la fin de la campagne, expliquer des modules différents de voilà, comment on peut mettre un point final à cette campagne et refermer la page du livre, quoi. Les 2 dernières pages, c'est la chronologie très rapide de ce qui s'est passé dans cette campagne de Derg, avant le début de la partie et les premières scènes de la partie. En gros, comment tout ça s'agence, comment les focus s'agencent, et cetera. Et ça, c'est une aide de jeu qui est imprimée aussi, c'est très, très cool. Après, on a 2 pages d'OST, donc c'est, toutes les musiques qu'eux, ils ont utilisées et qu'ils proposent pour, la campagne. C'est les mêmes, mais dans Dark Saga, il y a du texte qui explique pourquoi ces musiques et comment les mettre en place et peut-être les couper à certains moments ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool de proposer des musiques, certaines qui sont officielles d'Esteren, hein, des albums d'Esteren, mais d'autres aussi d'autres groupes de musique. Voilà, de proposer des thèmes de musique pour des moments de la campagne, je trouve ça intéressant, parce que ça traduit un petit peu la volonté de l'auteur derrière tout ça. Et on arrive à la fin de Dergue 2. Voilà, donc un très gros morceau, du matériel qui est vraiment magnifique, que ce soit le livre, les aides de jeu ou le livre d'Erg Saga ou même la boîte collector pour contenir tout ça. Après lecture des 2 livres, je dois dire que à mon avis, c'est une campagne qui est très difficile à faire jouer. Ça doit être extrêmement exigeant, que ce soit pour le meneur ou les joueurs. Ça demande une régularité certaine pour rester dans l'intensité dramatique. Ça demande aussi ça demande à mon avis de s'organiser énormément côté meneur, parce qu'il y a énormément de textes, énormément de scénarios, énormément de choses qui peuvent se combiner, auxquelles il faut penser pour commencer à mettre des indices à certains moments, à entamer des choses à certains moments. Donc
c'est pas il y a beau avoir des morceaux de la campagne, des scénarios, des choses qui font très linéaire, c'est-à-dire qu'on a même dans Dergue 2 à certains moments notamment dans Extinction, dans la dernière partie où ils proposent un agencement des modules, il y a des moments où ils disent: «Bah, là, il se passe ça». Il y a, un tel qui vole tel truc quoi, par exemple et donc on a des moments où on se sent un peu railroadé, où c'est un peu couloir, mais c'est des on va dire que c'est la toute la campagne, elle est composée de briques couloirs qui peuvent s'agencer de plein de façons différentes. Notamment, les focus, c'est, on joue des choses dans le passé, on joue pas pour voir ce qui se passe, on joue plutôt pour comprendre, ce que les personnages ont ressenti à ce moment-là et ça permet quand on arrive dans le présent de mieux jouer son personnage, de mieux comprendre pourquoi il réagit comme ça. Donc c'est pas une campagne linéaire, mais c'est une campagne constituée de plein de petits blocs partiellement linéaires qui peuvent s'agencer différemment, et je pense que pour jouer cette campagne de façon, vraiment réussie, sans trop paniquer, sans trop oublier des choses et cetera, il va falloir beaucoup la préparer, écrire beaucoup de choses, prendre des notes, et un peu réfléchir à où on veut amener nos joueurs. Donc, je pense une campagne du commerce exigeante qui va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités, notamment liées au focus, au fait qu'on joue dans le passé, au fait que certains pourront considérer qu'elle met du temps à démarrer puisque, si on a 5 joueurs autour de la table, on risque de passer, 5, 6, 7, 8 séances à, créer les personnages et jouer dans leur passé et ça veut dire que les joueurs vont, jouer leur personnage une séance et jouer des pré-tirés sur les 5 ou 6 ou 7 autres séances avant qu'on rentre dans le présent et même quand on rentre dans le présent, par moment, on rejouera des focus où, les joueurs vont pouvoir incarner des PNJ pendant quelques heures donc très particulier, mais ça a énormément de potentiel, je pense. Que ce soit, du fait de l'univers d'Esteren qui est très particulier ou des positions prises, dans cette campagne où il y a, voilà, beaucoup de matériel, beaucoup de texte, beaucoup de mise en ambiance. Donc je pense qu'on peut obtenir quelque chose d'assez intense, d'assez fort, pour toute la table, que ce soit le MJ ou les joueurs, mais que ça va être assez exigeant. Voilà pour, Dergue 2. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur les ombres d'Esteren ou sur Derg, sur la lecture de Dergue 1 et Dergue 2. En attendant, je vous propose d'aller voir d'autres vidéos de ma chaîne si ça vous intéresse, de mettre un petit pouce, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu.